Bonjour à tous, je suis Hugo Sanudo, je travaille dans le développement de projets liés au foot à l'international et je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode de En dehors de ma surface. En dehors de ma surface est le premier podcast où l'on discute foot, voyages, rencontres, échanges interculturels avec des acteurs du football. Aujourd'hui, je reçois Philippe Lafroy, qui vient d'être pendant 10 ans directeur de l'Académie de l'Impact Montréal au Canada. Lors de notre échange, nous partons en Amérique du Nord avec Philippe, et naturellement, notre discussion porte sur la richesse d'avoir deux cultures, lui qui est devenu franco-canadien. Bien entendu, nous discutons aussi de l'organisation du foot aux États-Unis et au Canada, des spécificités des académies et de la concurrence entre ces dernières et les universités, qui se livrent une bataille sans merci pour attirer les meilleurs joueurs. Philippe Lafroy a un parcours atypique. Après des années comme footballeur à Troyes, il fait des études en biologie marine et passe son doctorat au Canada et aux États-Unis. Le foot est toujours présent dans un coin de sa tête. À son retour en France, il intègre le club de Reims et y apprend le métier d'entraîneur. En 2005, il repart à Montréal et devient enseignant-chercheur à l'université McGill tout en prenant les rênes de l'équipe de foot de l'université. Au bout de 5 ans, en 2010, sa notoriété grandissante dans le milieu le propulse au poste de directeur de la toute récente Académie de l'Impact Montréal. Il part alors d'une feuille blanche et doit tout créer, tout imaginer et mettre en place. Sa mentalité de pionnier colle parfaitement à cet ambitieux projet et à la philosophie des Nord-Américains. Bonne écoute. Bonjour Philippe Lafroy, comment vas-tu ? Très très bien Hugo, merci. Le printemps et le soleil montrent le bout du nez au Canada. Au Canada, enfin. Enfin, oui exactement, enfin. Je voulais tout de suite poser la question, qu'est-ce qui t'a plu au Canada ? Alors ce que je vais dire, bien sûr, c'est très personnel, hein. Il y a pas de généralité du tout dans ce que je vais dire. Bon, toi tu connais ça, tous tes intervenants aussi, ça reste un ressenti personnel. Moi, j'ai passé du temps au Canada. J'ai le mode de vie, la mentalité, le fait que il y ait une grosse reconnaissance des idées, des suggestions, des initiatives, qu'on laisse un peu plus la place aux gens, leur donner la possibilité de s'épanouir et de mettre en place leurs idées. Ça me plaisait bien. Pour moi, l'Amérique du Nord, si je donnais une image de musique, ça reste du rock and roll, donc dans le sens où c'est les grands espaces, où il y a moins de hiérarchie, où les rapports sont plus directs. Donc il y a un côté toujours un petit peu Far West, un petit peu pionnier dans les idées, un enthousiasme qui est très présent. Donc ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup accroché à cette mentalité, à cette atmosphère. Et quand je suis arrivé au Canada pour commencer mon doctorat, on m'a souvent dit ah, mais t'es trop européen, t'es trop français dans ta façon de te comporter. Et, quand je suis revenu du Canada pour reprendre ma vie professionnelle en France, bah, ça a été l'inverse. Là, on m'a dit ah, t'es trop nord-américain dans ta façon de te comporter et de communiquer et de travailler. Du coup, j'ai pu, comment dire, de vivre en fait le décalage de culture entre l'Amérique du Nord et la France. Du coup, je me retrouvais pas forcément enfin, je me sentais mieux de l'autre côté de l'Atlantique qu'en France. Du coup, avec ma famille, on s'est dit, bah, est-ce qu'on peut trouver un moyen pour retourner en Amérique du Nord? On a réussi à trouver ça. Et, 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 et ceci dit, ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'on n'aime pas la France et qu'on n'aime pas la mentalité, etc. C'est pas ça. On est toujours très attaché à notre pays d'origine et d'ailleurs, je pense, j'entendais une de tes émissions, je sais plus je pense que c'était de l'éducateur qui était au Ah Congo. oui, Yoann Corbillier. Ouais, voilà, qui disait quelque chose de très très juste en disant que aussi quand on est à l'étranger, on se rend compte de la beauté du pays et du système hein, qui est mis en place et des privilèges finalement qu'on a de vivre dans un pays comme la France. Là, je parle plus d'une question de mentalité, d'atmosphère et qui nous correspondait avec ma famille
qui nous correspondaient un petit peu plus en Amérique du Nord. Ça me fait rebondir aussi à ce que me disait Jimmy Adjoviboko, l'ancien joueur de Lens, qui lui est franco-béninois. Il disait, moi, j'ai toujours senti la richesse d'être d'un pays et de l'autre. Et toi, c'est ce que tu es devenu, toi, et j'imagine ta famille aussi. C'est que voilà, tu as cette double culture aujourd'hui et c'est une richesse. Et c'est hyper important ce que tu dis, parce que effectivement, sans se poser la question, c'est-à-dire que il n'y a pas de, il y a pas de jugement de valeur, c'est de prendre la richesse des deux côtés, de vraiment l'accueillir avec un esprit hyper ouvert. C'est simplement voilà, accepter l'endroit où on est. Il y en a qui correspondent un petit peu plus voilà, à notre caractère, avec qui on est, à notre mentalité, mais c'est sans dénigrer l'un ou l'autre. Et c'est vraiment accepter les différences comme une richesse. Tu es avec ta famille, tu as des enfants au Canada? Oui, j'ai un fils qui est en équipe réserve là, avec le club de Montréal. Ça se passe bien. Et puis, bien sûr, mon épouse qui travaille ici aussi. Donc, on est bien installé. Il y a aussi un point qui m'a surpris dans ton parcours, c'est quand, donc très rapidement, bon, tu as eu des bonnes expériences comme entraîneur de l'université McGill, mais quand même, Montréal, qui était pas encore peut-être l'Impact Montréal, mais tu as donné les clés de l'académie. C'est le signe qu'en Amérique du Nord, on donne la chance peut-être aux plus jeunes. Ma question que je voulais poser, c'est comment tu as engrangé cette confiance pour te dire, ouais, j'ai les épaules pour bâtir une académie de zéro et faire avancer tout le monde et suivre mon projet. Bah, écoute, il y a toujours une partie, et puis ça je pense, notre expérience d'expatrié nous aide beaucoup dans ces circonstances-là. Parce que s'expatrier, c'est aussi une grosse décision à prendre à un moment donné. C'est de quitter un environnement qu'on aime bien, la famille, nos repères, et puis partir quand même un peu à l'aventure dans une autre, voilà, avec une autre culture, un autre environnement, etc. Donc c'est une décision forte à prendre et qui demande une fois en l'avenir, une fois en soi. Et quand on arrive dans une situation, comme tu le dis là, de commencer une académie de zéro dans un club qui est également en construction, qui a des grosses ambitions, mais qui se construit, bah, tu dis est-ce que tu y vas ou tu y vas pas. Donc je me suis retrouvé un petit peu dans une situation où il a fallu que je prenne une décision, est-ce que j'y vais pas. Et je savais aussi qu'en faisant ça, bah, il fallait que j'arrête ma vie de chercheur de manière définitive. Donc c'était un double questionnement pour moi, une double décision de dire bah, est-ce que je me lance dans ce projet-là, est-ce que je pense que j'ai les capacités, puis deux, bah, je change quand même de vie professionnelle parce que je passe de chercheur-entraîneur à entraîneur-chercheur, donc je change mes priorités. Et au bout du compte, la passion du soccer, la passion du foot, la passion de développer des joueurs a pris le dessus et je ne regrette pas du tout. Et puis il y a toujours des hautes attentes, si tu veux, mais tu deviens pas directeur de cette académie-là qui est en devenir. Donc, le point de comparaison, si tu veux, il y en a pas vraiment. C'est un peu différent. Si tu deviens directeur de l'académie à Lyon ou à Barcelone, bah, bien sûr, il y aura des points de comparaison. Bien sûr, il y aura. Là, tu arrives dans un environnement qui est tout neuf, où les points de comparaison, il y en a très peu, parce qu'en fait, les premières académies professionnelles ont démarré en Amérique du Nord en 2007. Nous, on a démarré l'académie à Montréal en 2011. Donc, tu vois, le recul, c'était 4 ans. Et si tu veux, il y a eu toujours une humilité, une modestie de savoir où on est, où on veut aller, mais aussi que nos concurrents et nos points de comparaison, c'est pas l'Ajax d'Amsterdam, Milan AC, Lyon, mais c'est les académies qui sont ici, parce que nos compétiteurs, c'est essentiellement les académies qui sont là. Donc il y a eu cette prise de conscience du club et de moi-même que même si on veut viser l'excellence, on sait aussi où on en est, d'où on part et où est-ce qu'on doit aller, quoi. Et que si on veut être un jour comme Barcelone et la Masia, bah, ça va prendre beaucoup de temps et beaucoup de moyens. Pour essayer de comprendre un peu le foot au Canada et en Amérique du Nord, j'en profite parce que dans ce podcast, on n'a pas encore pu parler vraiment du foot en Amérique du Nord.
et essayer de nous expliquer un petit peu ce panorama entre la MLS et les autres ligues au Canada et aux États-Unis. Donc, en fait, j'ai fait un tout petit peu d'historique qui va être très cool. C'est que, en fait, je vais prendre de manière macro, globale, donc le sport professionnel aux États-Unis, au Canada, parce que bon, Canada, États-Unis sur le sport, c'est quand même, ouais, c'est copier-coller. Donc, globalement, comment ça s'est passé historiquement et comment ça continue à se passer, sauf pour le foot et on va dire soccer, parce que je vais parler un peu du foot américain, c'est que les clubs, historiquement, ce n'étaient pas des clubs, c'est des équipes. C'est-à-dire que c'est juste une équipe. C'est pas vraiment un club comme on l'entend en Europe, avec une structure de formation en dessous, avec d'autres équipes en dessous, l'équipe première. En Amérique du Nord, c'est des franchises. Pour entrer dans ces championnats qui sont fermés, on en a parlé en Europe avec la création de la. Heureusement, ça ne s'est pas fait, mais la Super League. Mais, mais les propriétaires achètent une franchise, que ce soit au baseball, au basketball, au football américain ou au hockey. Ce sont des ligues fermées. Et derrière, il n'y a aucune obligation d'avoir un système de formation avec d'autres équipes au sein de ce club-là. Donc, c'est vraiment un club égale une équipe. Tout leur système de formation est basé sur le système universitaire. Donc, le développement des joueurs, que ce soit de baseball, football américain, basketball, hockey, tout passe par les universités. Donc, un jeune qui a l'aspiration pour être professionnel dans ces sports-là, le cursus, c'était je vais à l'école, je vais au lycée, je passe mes diplômes, je rentre à l'université, je passe mon diplôme universitaire et quand j'ai 22, 23 ans, je suis drafté, c'est-à-dire que j'ai joué à l'université. Alors, c'est un réseau de très très haut niveau avec des conditions de jeu, d'entraînement, des trucs complètement fous. Là, tu sais, c'est des stades de 40 000, 50 000, 100 000 spectateurs. Voilà, c'est des moyens surdimensionnés. Donc, il faut se retirer de la tête le réseau universitaire français. Ouais, c'est pour ça Ça n'a aussi, rien à voir. on refait le parallèle avec ta carrière. Toi, quand tu as dit que tu avais fait des grosses années en tant que coach principal de McGill, même si peut-être McGill, c'est pas comme les d'autres universités américaines, c'est très important. Si je te donne un exemple à McGill, qui, comme tu l'as dit, est une très bonne université, l'une des meilleures au Canada, une des meilleures au monde. Mais par exemple, les installations moi, que j'avais à McGill, c'est un stade de terrain d'entraînement, c'est un stade de 25 000 places, c'est une salle de musculation spécifique pour l'équipe de soccer, c'est vestiaires spécifiques à l'année longue, c'est quatre kinésithérapeutes, c'est trois adjoints, c'est un entraîneur de gardien, c'est deux préparateurs physiques, c'est ça, euh, une équipe universitaire en Amérique du Nord. Et ça, tu peux le multiplier par 10 quand tu rentres dans des sports comme le football américain, le basketball, qui rapportent énormément d'argent aux universités. Donc, une partie du budget des universités américaines vient du sport universitaire et réinvestissent cet argent en partie dans le sport. Donc, tu vois, le système à la base, c'est ça, c'est un système fermé de franchise et la formation des athlètes se fait dans les universités. Donc, tu arrives dans un contexte comme ça où la MLS se développe, arrive en deux. Bon, la MLS a démarré en 96, mais a vraiment a commencé à vouloir faire de la formation de joueurs en 2007. Donc, c'est relativement récent, il y a une douzaine d'années. Et, euh, et là, la MLS a dit, nous, on va changer ce système-là et maintenant, on va former nos propres joueurs comme ça se fait partout ailleurs dans le monde. Mais tu arrives, quand tu démarres ça, tu arrives dans une culture, un environnement où c'est pas du tout dans la mentalité. C'est pas comme ça que ça se passe dans tous les autres sports. Donc là, tu arrives comme un sport professionnel. On dit que le soccer, et à juste titre, et la MLS fait partie des 5 ligues majeures de sport en Amérique du Nord. Et cette 5e ligue majeure, le soccer, commence à fonctionner complètement différemment des autres sports, notamment dans la structure de club. Donc là, en MLS, c'est pas juste une équipe, mais il y a toute une structure d'équipe comme on l'entend et on le perçoit et on le vit en Europe. Et là, on commence à développer notre propre joueur. Donc, tu vois, la mentalité, il a fallu faire comprendre aux gens qu'on fonctionnait différemment, qu'au soccer, au foot, il faut développer ses propres joueurs parce que la concurrence, elle est mondiale, elle n'est pas juste locale. Et donc,
Bon, j'ai dit que j'allais faire court, mais finalement, ça a pris un Non, peu de non, mais temps. c'est super Mais, intéressant et de toute façon, ouais, mais, c'est ça mais, l'objectif. mais, mais du coup, tu vois, est arrivé là-dedans la notion d'équipe réserve. Donc, tu arrives dans une notion d'équipe réserve, tu dis, bon, bah voilà, on va développer les jeunes, à partir de quel âge on commence, combien d'équipes on met, combien de jeunes on met, est-ce qu'on met un système scolaire en place aussi, jusqu'à quel âge on fait de la formation, est-ce que ça vaut la peine d'avoir une équipe réserve, etc., etc. Est-ce Et qu'on tout ramène ça, les bien joueurs de sûr, tout le Canada ou juste de Montréal? exactement. Est-ce qu'on va chercher des joueurs de l'extérieur de l'Amérique du Nord? Est-ce on en fait venir d'Afrique, d'Europe? Donc, c'est tous des questionnements qui paraissent évidents quand tu es en France, par exemple, quand tu as un centre de formation, mais quand tu es en Amérique du Nord, tu te poses pour la première fois ces questions-là. Donc, il faut se les poser, il faut y répondre. Et puis à côté de ça, bien sûr, ça va avec un signe de dollar à côté, c'est combien ça coûte. Avec un retour sur investissement qui, au départ, est quasi nul parce que tu commences. Donc, on parle de formation, de long terme, de retour sur investissement au bout de 5, 7, 8 ans. Et qu'au départ, il faut mettre de l'argent avec un retour sur investissement relativement modeste. Et les présidents les propriétaires de franchises, à la base, ils n'avaient pas signé pour ça. Ou si, ils se sont tous mis d'accord, mais à la base, quand justement ils l'avaient fait dans l'ancien système, les propriétaires de ces franchises, pas pour investir dans des académies peut-être. En fait, tu as on va dire les franchises historiques, donc celles qui ont participé aux premières années de la MLS. Hein, ils étaient une dizaine. Il en reste encore 7 ou 8 qui sont actuellement dans la MLS 2021. Maintenant, il y a 27 équipes hein, en MLS. Il y en a deux autres qui vont rentrer dans les 2 prochaines années, mais on va arriver à une ligue qui va être dans les 30, 32 équipes. Et il y a énormément de grandes villes qui veulent rentrer dans ce réseau. Mais quand ils sont au tout départ, il y a donc en 96, quand ils ont démarré la ligue avec une dizaine d'équipes, effectivement, tu as raison, les propriétaires investissaient sur une équipe et derrière, il n'y avait pas cette idée de formation encore. Donc, c'est une ligue très, comment dire, très communautaire quelque part. C'est un peu paradoxal parce on est sur le continent peut-être le plus capitaliste au monde. Et c'est une ligue qui fonctionne de manière très socialiste, si je peux dire, où toutes les décisions sont prises au commun avec tous les propriétaires. Donc, quand en 2007, ils ont dit, OK, maintenant, on va partir sur l'obligation d'avoir une académie dans chaque club, ça a été avec l'accord de tous les propriétaires. Donc, tous ceux qui sont arrivés après, les franchisés après, dont Montréal en 2012, ils l'ont fait en connaissance de cause. Donc, ils savaient qu'il fallait qu'ils investissent sur leur académie. Maintenant, est-ce que tu investissais 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions par an? Ça, c'est à la discrétion des propriétaires. Ok, donc il peut y avoir une grosse différence entre les clubs, quoi. Exactement. Et là, du coup, on en revient à ta question d'origine, où tu avais où tu as toujours d'ailleurs l'obligation d'avoir 3 équipes. Donc, à l'époque, c'était 15, 17, 19. Ça, c'est ton obligation. Maintenant, si tu veux en avoir 8, tu en as 8. Si tu veux avoir une équipe réserve, tu en as une, mais ce n'est pas une obligation. Et donc là, à un moment donné, se pose la question. Alors, il faut se mettre encore une fois dans. Je vous fais voyager un petit peu, donc je vous demande, tu sais, dans votre tête, de dire, OK, vous oubliez tout ce que vous avez en tête éventuellement de la France ou de l'Europe sur la formation. Mettez à l'échelle d'un continent. Bon, toi, tu connais bien avec l'Inde, par exemple, la grandeur de ces continents. Bon, il faut garder en tête que ne serait-ce que le Québec, juste le Québec, hein, c'est 3 fois plus grand que la France. Si tu prends l'Amérique du Nord, c'est nous le plus petit déplacement dans les championnats qu'on fait ou qu'on faisait. Malheureusement, je suis plus avec l'organisation, mais le plus petit déplacement, c'est 7 heures de bus. Ça, c'est le plus petit. Tu fais 14 heures, donc tu pars 3 jours avant en bus, que tu vas faire des compétitions où tu fais 5 heures d'avion, 3 heures de décalage horaire. C'est ça la réalité. Donc, ça coûte très très cher en déplacement. Donc, tu as un budget qui n'est pas forcément énorme à la base. Tu as un budget qui est en grosse partie impacté par les déplacements. Et derrière, tu as des clubs qui se disent, qui se
quand ils rentrent en MLS, c'est des clubs qui se structurent en même temps. Toi. C'est comme on dit, tu prends un avion, tu décolles, mais tu construis l'avion en même temps que tu voles. Quoi. Et c'est un peu ça. Donc, à un moment donné, arrivent des clubs qui se disent waouh, attends, il faut que je structure mon club, faut que je construise mon stade, il faut que je construise mon centre d'entraînement. J'ai une académie à gérer. Bah, à un moment donné, les clubs ils disent bah, est-ce que j'investis en plus dans une équipe réserve ou j'investis pas ou je coupe une équipe ou je mets plus d'emphase sur les vestiaires ou bref, ils prennent des décisions en même temps qu'ils structurent le club, bah, font des choix. Et à Montréal, bah voilà, il y a eu un moment donné où le club s'est dit bah ouais, on va démarrer une équipe réserve, puis l'équipe réserve va durer 2 ans, qui était extraordinaire parce que c'est un championnat pro qui est de niveau national. Et je le dis avec la réalité parce que j'ai eu la chance de côtoyer plusieurs années un entraîneur comme Laurent Guyot, qui est maintenant à Boulogne, mais qui a entraîné les équipes de France, qui a entraîné Sedan en Ligue 2, en Ligue 1, qui a entraîné des réserves pro et qui était aussi avec Toronto. Lui, il était avec Toronto, il était dans cette ligue-là. Et on était très, très conscient que c'était de niveau deuxième partie de tableau de national. Et pour des jeunes qui étaient de 19-20 ans, c'était extraordinaire, très, très formateur de jouer dans ce championnat-là. Et tu jouais contre des équipes où voilà, la moyenne de spectateurs, c'était 11 000, 12 000. Donc complètement différent d'une équipe réserve en France qui est en National 2, National 3. Là, tu joues contre des équipes premières avec un grand engouement populaire. Donc, et comme il n'y avait pas de descente, bah c'est génial pour Ouais, c'est développer très les jeunes parce formateur, que ouais. très formateur. Donc ça a été fabuleux. Donc vraiment, donc on avait des jeunes qui jouaient comme dans une équipe pro, vraiment avec l'engouement dans le stade, avec les télévisions, les interviews, etc. Mais bien sûr, ça coûtait très très cher. Et le club a dit bon bah voilà, on n'est peut-être plus à un point où on peut se permettre, où on en est de payer pour une équipe réserve. Donc on a laissé tomber l'équipe réserve, mais ça a compliqué énormément euh, le cheminement, euh, le cheminement des Et jeunes. dans ce cas-là, ces jeunes, ils font quoi? Ils rejouent dans l'académie, mais dans un championnat local? Bah, c'est un championnat en fait nord-américain, donc on jouait sur une plateforme qui était gérée à l'époque par la Fédé américaine, maintenant qui est gérée par la MLS, ce qui nous ramène à des déplacements de fou, quoi. Donc nous, le plus court ici, c'est de jouer contre New York, Red Bulls ou New York FC. Et c'est quand il n'y a pas trop d'embouteillage avant d'arriver à New York, c'est 7 heures de bus. Et ça, c'était moins cher? Ça, c'était moins coûteux que jouer en USL? Oui, parce que tu as plus d'équipes dans le championnat de jeunes qu'en USL. Donc en USL, tu vois, il y avait deux conférences, une conférence Est, une conférence Ouest. Et la conférence Est, bah, tu vas jusqu'à Kansas City, tu vas jusqu'à Louisville, tu vas jusqu'à Atlanta, tu vas jusqu'à Orlando. Donc là, il faut que tu ailles en avion. Tu vas jouer contre Charlotte, il faut que tu ailles en avion. Charleston, etc. Donc chez les jeunes, on faisait globalement 80% de nos déplacements en bus. En USL, tu fais 80% de tes déplacements en avion. Donc le coût était vraiment plus important quand on était en USL. Et du coup, bah, les jeunes sont retournés jouer dans les équipes jusqu'à U19, mais on n'avait pas d'équipe réserve. Et bien sûr, bah, le gap, passer des U19 à la MLS, groupe pro, et puis se mériter du temps de jeu tout de suite, bah, ça rendait la transition beaucoup plus difficile. Et toi, tout ça, c'était des décisions, tu pouvais te défendre, tu te battais pour, mais il y a des moments où, voilà, là-bas, comme tu dis, il y a toujours le dollar à côté. Et Ah, voilà, exactement. Tu es face à ton propriétaire qu'il faut réussir à convaincre, que tu arrives à convaincre et qui va dire je te comprends bien, mais non. Donc il entend les arguments, mais à côté, lui, bien sûr, il a la vue globale du club et puis il dit bah, tu sais, moi, il faut que je change, il faut que j'agrandisse le stade, il faut que je mette des concessions alimentaires supplémentaires, il faut que je fasse ça dans le stade, ça va me coûter 3 millions et voilà où j'en suis dans le développement de mon club. Donc, ton rôle là, c'est véritablement, bon, d'accepter sans problème, d'optimiser ce que tu fais déjà, mais aussi de faire prendre conscience
des effets secondaires que ça peut avoir sur le développement des gamins. Et à partir du moment où le propriétaire, le club en est conscient, voilà, tu roules et puis ça t'oblige aussi à repenser ton système de formation, ton mode de fonctionnement, ta méthodologie. Ça te demande d'être hyper créatif, hein, le dollar que tu investis, où est-ce que tu vas l'investir pour avoir vraiment un retour sur cet investissement. Et on parle de plus en plus de gains marginaux, tu sais, dans la formation, les petites choses qui vont faire une plus grande différence. En Amérique du Nord et à Montréal, j'étais vraiment dans cet état d'esprit-là. C'est comment je peux le plus intelligemment investir un dollar pour que ça me rapporte 1,50 $ dans l'efficacité, parce que il fallait faire sans équipe réserve et là trouver des astuces pour accélérer le développement et faire que ils vont arriver chez les pros un petit peu mieux, un peu plus solide. Et ça passait aussi bien grâce à la collaboration qu'on pouvait avoir avec le staff de l'équipe première qui nous facilitait aussi ça et qui comprenait que le fait qu'il n'y ait pas d'équipe réserve, il fallait qu'on trouve d'autres idées, quoi. Et donc, tu collaborais pas mal avec Rémi Garde et après Thierry Henry. Justement, ils comprenaient cette problématique du club ou en même temps, ce n'était pas leur préoccupation principale? C'est les deux en même temps. Ils comprennent, tu n'as même pas besoin de leur expliquer plus de 30 secondes c'est quoi la problématique. Ils la comprennent très très bien, ils comprennent les défis. Mais à côté, comme tu l'as dit, ils ont aussi une équipe première à faire tourner, à avoir des résultats, la pression comme partout ailleurs dans le monde. Mais avec un Rémi Garde, par exemple, c'était extraordinaire. Un Mauro Biello qui était là avant Rémi, et puis un Wilfried Nancy à l'heure actuelle qui a pris l'équipe, qui a pris la succession de Thierry Henry, qui est vraiment dans cet état d'esprit-là, qui comprend tout à fait les défis. Alors là, maintenant, il y a eu un retour à une équipe réserve qui, malheureusement, avec la pandémie, n'a pas vraiment redémarré, mais qu'on appelle U23. Donc, il y a un vrai retour vers une équipe réserve, mais avec une suppression des U19. Donc, c'est un peu l'inverse qu'a fait le PSG, par exemple. Donc, le club a décidé de remettre en place une équipe réserve, mais en supprimant les U19, alors que le PSG a fait l'inverse, a gardé les U19 et a supprimé l'équipe réserve. Donc, voilà, on saura dans quelques années qui a pris la meilleure décision. Et ouais, parce que moi, j'en parlais dans un épisode avec Ludovic Debrue, qui est le DTN adjoint à la Fédé, qui développe tous les projets de la FFF dans des projets à l'international. Et on a pas mal parlé justement de cette différence entre un club américain, nord-américain, qui a une vocation plus commerciale, on va dire, avec un club français qui a une vocation plus socio-éducative, il disait, tu vois. Et il expliquait comment c'était super intéressant d'analyser les clubs américains parce que, en fait, là-bas, ils ont découpé ce que fait un club français, en fait. Il y a les terrains, les licenciés, les assurances, les matériels, tout ça est un peu séparé dans un club américain. En analysant ce qui se fait là-bas, c'est super intéressant pour mieux aussi comprendre ce que nous, on fait ici en France. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'essayer de bien comprendre cette structuration d'un club, d'une académie en Amérique du Nord, parce que ça te fait poser des bonnes questions aussi sur ce qui se passe ici. Et tu vois, on arrive à cette richesse de culture, de perspectives différentes qui permettent de questionner, de remettre en perspective les choses que tu faisais depuis des années sans te poser des questions. Voilà. Et là, ça te permet de dire, waouh, il y a peut-être des choses on peut améliorer, des choses à prendre, d'autres à laisser qui ne sont pas adaptées ou quoi. Mais c'est un très, très bon parallèle et ton anecdote, elle est très bonne. Et moi, je sais on a accueilli régulièrement des techniciens français, même que ce soit un Robert Duverne, un Joël Batz, un Rémi Garde, un Maxence Flachez, un Romain Ferrier qui sont venus passer du temps ici et qui ont tous été surpris, mais agréablement surpris de cette approche un peu différente avec, comme tu le disais, des choses, peut-être des avantages, des inconvénients, mais d'avoir une idée un peu différente de c'est quoi l'activité. Moi, j'encourage tous les Français, par exemple, à aller voir un match de MLS s'ils ont l'occasion et voir en fait toute la vie qu'il y a à côté du match. Alors, on peut quelquefois peut-être un peu le déplorer en disant que le match est un événement
parmi un autre dans toute la soirée, parce qu'il y a tellement de choses, il y a des concerts, il y a des jeux vidéo, il y a des concours de ci, des concours de ça, des restos, des pubs. Et c'est pour ça que le côté business et la manière dont les propriétaires voient le sport, c'est d'une manière globale. Et le match devient un événement parmi les autres, certes important, mais c'est assez surprenant. Donc moi, je suis dedans depuis longtemps, ça ne me surprend pas, mais j'aime cette atmosphère-là des jours de match où tout le monde se déplace en famille, où tu passes quasiment une après-midi dans l'environnement du stade. Et ce qui est génial, donc tu découpes tout. Ce qui est intéressant, c'est que, euh, par exemple, si je prends l'académie, le centre de formation, bah, il est impliqué dans les démarches marketing du club, dans les démarches de communication, dans les démarches communautaires. Donc, en fait, stratégiquement, tu es impliqué dans ces décisions-là. Tu vois, qu'est-ce que tu peux faire, comment on peut communiquer sur le jeune, comment on peut communiquer sur les coachs, comment on peut faire des petites capsules vidéo pour mettre en avant la manière dont les choses sont faites, comment on travaille. Donc, il y a une vraie approche globale du club. Et c'est intéressant. Donc, tu sais, au niveau du budget, est-ce que tu dois mettre dans le budget pour la communication, comment dans le budget pour faire des choses tu sais, communautaires. Et je ne suis pas sûr qu'en France, il y a encore beaucoup de clubs, de centres de formation qui intègrent l'académie sur une approche globale du club. Je pense que l'approche, elle est encore une intégration, bien sûr, technique, évidente, mais dans la vie du club, il y a vraiment l'académie fait partie de la vie du club de manière globale et fait partie des réflexions sur la stratégie que les clubs doivent avoir. Je voulais revenir à un point, juste pour aussi, encore une fois, bien comprendre ce passage dans la MLS en intégrant ces centres de formation, ces académies. Comment ça s'est passé finalement, l'évolution du foot universitaire? C'est une super question. En fait, le foot universitaire, du coup, se cherche. La MLS, quand elle a commencé à mettre en place la formation, a continué à bien sûr respecter la culture nord-américaine, donc à garder un système de draft. Alors pour ceux qui suivent les sports américains, ils savent exactement de quoi je parle. Pour les autres, bah, c'est en fait il y a un grand marché tous les ans, une fois par an, des joueurs universitaires. Donc les meilleurs joueurs universitaires sont proposés aux franchises, aux clubs pro. Et bon, il y a tout un système de classement des clubs. Et le club arrive, bon, quand c'est son tour, il choisit le joueur qui l'intéresse dans le profil, dans la qualité et dans la position. Donc la MLS a gardé ce système-là qui continue aussi, donc le système de draft. Mais au départ, le système de draft était copié-collé des autres sports. Donc il y avait une dizaine de jours qu'on appelait des combines. Donc les meilleurs joueurs universitaires qui avaient été sélectionnés, il y en avait une soixantaine, passer une semaine de tests physiques, d'entretien avec les clubs, dans des interviews, il y avait des matchs, etc. Puis à la fin, c'était la grande messe télévisée où voilà le folklore américain où Montréal a choisi deuxième tour du repêchage Jean-Pierre Smith de l'université Akron. Et voilà, et bon, voilà, et l'écharpe, machin, bon, voilà. Donc ça s'est fait comme ça jusqu'il y a 2 3 ans. Mais maintenant, les académies développent des joueurs de meilleure qualité. C'est des joueurs qui restent dans les académies un petit peu plus tard. Et le sens du repêchage universitaire a vraiment perdu de l'intérêt. Alors, ça se fait toujours, mais de manière beaucoup plus modeste. Donc, il n'y a plus de combine, c'est juste le draft. Et la réussite des joueurs qui sortent du réseau universitaire est de plus en plus limitée année après année parce que ces joueurs-là, en gros, sont remplacés par les joueurs formés au club et qui viennent des académies. Donc, ça a perdu un gros intérêt. Du coup, les universités américaines n'ont plus vraiment cet attrait-là en ce qui concerne le foot, hein, le soccer en tant que tel. Donc, ils cherchent un peu se réinventer. Et une des choses qu'ils ont trouvées, c'est d'allonger les saisons, parce qu'en fait, la saison du soccer universitaire aux États-Unis, globalement, se fait de fin août, mi-août à mi-décembre, quand tu vas jusqu'au bout. Et après, ils ne jouent plus. Donc, ils s'entraînent, mais ils ne font plus de matchs.
qui fait que ils perdaient encore plus de compétitivité par rapport aux joueurs qui étaient en académie. Donc là, ils ont réussi, je pense, à mettre en place une saison qui va être beaucoup plus longue, donc du mois d'août au mois de avril-mai. Ça les a obligés à se réinventer un petit peu, Mais donc les il y a un peu une universités. concurrence université versus club en fait. Tout à fait, tout à fait, parce que toi, on parlait du réseau universitaire et de cette compétitivité des universités. Il faut savoir que les entraîneurs dans les universités gagnent beaucoup d'argent. Ils ont aussi énormément de pression. Il faut qu'ils gagnent parce que si tu gagnes pas au niveau universitaire, tu te fais virer. Et, et voilà. Et il faut que les universités, les entraîneurs aient des résultats. Donc, ils veulent les meilleurs joueurs. Donc, les meilleurs joueurs, maintenant, ils savent qu'ils sont dans les académies MLS. Donc, ils vont courtiser les meilleurs joueurs des académies MLS pour les faire rentrer dans leur programme. En leur disant qu'en plus, il leur donne la formation, quoi. Exactement, donc un diplôme. Viens, je te donne une bourse complète. Donc, il faut savoir que bon, les coûts varient, mais globalement, une année d'études aux États-Unis, au minimum, c'est 25 000 dollars américains. Je dis au minimum. Ça peut monter à 45, 50 000 dollars pour une année. Donc, ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, quand il y a une université qui va démarcher un bon joueur qui est dans une académie MLS, puis lui dit regarde, moi je te donne un full. Alors quand tu as le jeune qui est comme ça, les parents qui se disent ouais, tu sais, est-ce que je continue dans le centre de formation sans garantie de contrat pro ou je m'embarque dans une université où il a un diplôme, mais par contre je sais que après son diplôme, il y a quand même très très peu de chances qu'il puisse re-rentrer dans le réseau professionnel. C'est des questions qui sont c'est très très dur. Par contre, ça vous pousse, vous, dans les académies, d'essayer de proposer la meilleure éducation possible aussi, non? Ça fait pousser, tirer vers le haut le système éducatif, on va dire, de vos académies. À 100%, ça t'oblige véritablement à faire un suivi scolaire très très poussé. Pour donner confiance aux parents et qu'ils leur disent non, mais nous, regardez comment on va les former, mais aussi on va les éduquer, entre guillemets. Exactement, exactement. Et toi, au Canada, on avait un petit avantage par rapport aux États-Unis parce que les études coûtent plus cher qu'en France, au Canada, si on compare Canada-France, mais qui coûtent quand même moins cher qu'aux États-Unis. Donc le défi est un petit peu moins fort ici. Mais aux États-Unis, une des options qu'ils prenaient, c'est qu'ils disaient regardez, rentrez pas à l'université tout de suite. Nous, on va mettre un petit peu, on va vous offrir une bourse à l'interne qui est pas aussi forte que la bourse que vous pouvez vous proposer une université américaine, mais vous mettez cet argent de côté. Et si malheureusement ça se fait pas, vous signez pas un premier contrat pro chez nous, vous avez quand même une petite somme dans la banque qui vous permettrait de payer peut-être la première année d'études sans problème. Et après, les universités américaines se sont aussi adaptées en acceptant d'accueillir peut-être un an, 2 ans plus tard un bon joueur parce qu'au bout du compte, ils sont dans une dynamique où il faut gagner et qu'ils veulent les meilleurs joueurs. Et si au lieu de l'avoir à 18, 19 ans, ils vont l'avoir à 20, 21 ans, ils vont attendre un peu. Il y a véritablement maintenant les joueurs qui viennent du réseau universitaire, il y en a de moins en moins, donc ça devient presque une anecdote. Il y a une augmentation depuis 4-5 ans, mais très très significative du nombre de contrats signés pour des joueurs formés au club. Donc il y a une augmentation très très importante. Et globalement, les jeunes joueurs à l'heure actuelle qui sont dans les clubs viennent de deux endroits, de l'interne, donc du centre de formation des académies. Ça, c'est, je dirais, 60, 70%. Et l'autre 30%, 25% vient de jeunes joueurs du monde entier. Bon, essentiellement Amérique centrale, Amérique du Sud, ici sur le continent américain. Donc essentiellement du Mexique, Honduras, Argentine, essentiellement, et un petit peu d'Europe. Ouais, il y a tout un système français de ramener des joueurs, mais à plus c'est au niveau universitaire, mais après, je sais pas, niveau club, quoi. Un peu des deux, ouais. En Amérique du Nord, il y a encore relativement peu de jeunes Européens qui viennent. Bon, à Montréal, il y a Louis Binks que le club a récupéré à 18 ans, qui était à Tottenham,
Mais Thierry Henry a facilité quand même beaucoup les choses. Mais ça reste encore relativement rare des jeunes joueurs européens qui viennent. Par contre, des jeunes joueurs d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud, il y en a beaucoup. Des joueurs africains, ça commence aussi. Tu vois, si je prends Montréal, on a récupéré un jeune Nigérian de 18 ans qui a fait ses débuts d'ailleurs la semaine dernière. Donc, c'est globalement les jeunes joueurs, voilà le profil. 70% des académies, 30% de l'étranger. Et quand il reste un petit peu de pourcentage, bah, c'est les joueurs universitaires qui sortent des réseaux universitaires. Donc, voilà un petit peu le profil des jeunes joueurs qui signent pro en MLS. Et on voit aussi en parallèle de plus en plus de joueurs canadiens, bah, nord-américains sûrs, et même des Canadiens là qui, bah, notamment Alphonso Davies et David à Lille. C'est le début aussi, tu penses, de cette expatriation aussi, non? Bah, bien sûr. Et puis, tu sais, on pourrait parler de Mackenzie à la Juventus. On pourrait parler de, j'ai plus j'en perds quelques-uns, mais qui ont joué, bah, comment dire, à Dortmund, Reina, par exemple. Donc, c'est tous des joueurs. David, lui, son parcours est un peu différent, mais tous les autres joueurs, c'est tous des joueurs qui sont passés par les académies MLS, qui ont bénéficié de l'expertise des entraîneurs, qui ont bénéficié du réseau de compétition en Amérique du Nord et qui ont du succès en Europe et dans des gros clubs. Alors David, lui, est un petit peu différent. Il a une voix un peu plus à la N'Golo Kanté, par exemple, où il n'était pas dans un club pro en Amérique du Nord. Il est parti vers 18 ans en Belgique et puis il, est, il, est, il a fait son parcours comme ça. Mais c'est sûr que ça met un éclairage sur le potentiel des joueurs canadiens. Mais je dirais que c'est encore l'Amérique du Nord en général est encore un marché, à mon avis, trop peu exploité par les clubs pro dans le monde entier parce qu'il y a énormément de joueurs qui jouent. On considère qu'aux États-Unis, il y a 24 millions de joueurs de soccer. Au Canada, il y a un peu plus d'un million de joueurs et joueuses. Et ce qui fait ramené à la proportion de la population et de la France, il y a le même nombre de licenciés au Canada qu'il y en a en France, quoi. Donc, il y a un potentiel joueur énorme et avec les académies et l'expertise qui est mis en place maintenant et l'expérience et le passé, on commence à avoir des joueurs qui ont le niveau de jouer ailleurs dans le monde. Et je pense que tous les techniciens français qu'on a pu accueillir à Montréal, par exemple, ont été les premiers surpris que ce soit des recruteurs aussi, de voir la qualité et de se dire que wow, il n'y a pas grand-chose à envier de l'Europe à l'heure actuelle dans ce qui se fait en Amérique du Nord. Il y a un truc en Amérique du Nord, c'est la concurrence avec les autres sports. Que justement, cette chose-là où on se dit que c'est pas dans l'ADN, justement, toi qui es dans l'ADN, mais qui n'est pas dans l'ADN des jeunes. Bon, c'est en train de changer, mais le fait d'être en concurrence avec tellement d'autres sports, c'est ce qui ralentit un peu peut-être les choses. Ou, voilà. Bah, c'est comme tu le dis, il y a des sports, on va dire, historiques en Amérique du Nord. Le soccer n'est pas un sport historique dans le sens, oui, le soccer existe depuis plus d'un siècle en Amérique du Nord, il n'y a pas de doute, mais je dirais dans les sports professionnels, ça reste un sport jeune. Euh, et donc, il a fallu attendre plusieurs générations pour que les jeunes considèrent le soccer comme leur sport numéro un et leur objectif numéro un. Et ça, je dirais que ça remonte depuis une quinzaine d'années. Avant, c'était ton sport numéro un, c'était le football américain, le hockey, le basketball ou le baseball. Et le soccer était un sport d'été, un sport de récréatif, de loisir. Et ça, je remonte à 15 ans. Mais depuis une quinzaine d'années, grâce à l'extension de la MLS, grâce à l'arrivée des académies, grâce aussi à Internet, aux chaînes de télévision qui permettent de voir des matchs de très haut niveau très facilement, fait que maintenant, les jeunes, globalement, les jeunes, à 4, 5, 6 ans, c'est le sport qu'ils ont choisi, c'est l'objectif qu'ils ont, et c'est pas un sport par défaut, ça devient un sport par choix, et ça change énormément de choses. Et maintenant, de plus en plus de décideurs au niveau des médias
mais aussi de décideurs, si on parle de parents, c'est tous des gens qui ont eu une expérience de soccer à un moment donné, qui ont joué, qui connaissent du monde, qui ont joué, qui connaissent le sport de haut niveau, qui connaissent les réseaux, et ça change tout. Et si tu additionnes à ça les installations, les infrastructures, la compétence des coachs qu'augmente, bah, tu arrives dans des conditions maintenant qui permettent une amélioration exponentielle, non seulement de la manière dont les gens pensent, mais aussi de la manière dont ils jouent et ils se développent. Merci, parce qu'en fait, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a bien dépoussiéré ce système américain, mais je trouve que c'est ça dans l'objectif de mon podcast, c'est comprendre ce qui se fait ailleurs aussi, comprendre ce que toi t'as apporté et ce que ça t'a apporté. Qu'est-ce que je peux te souhaiter là? C'est quoi la suite pour toi? Pour moi, c'est de rester dans un réseau professionnel, tu vois, quel que soit, je dirais, le rôle. Mais c'est vraiment rester dans le domaine du haut niveau, d'amener une équipe, des joueurs à progresser, de permettre de faire une différence dans leur vie en tant qu'athlète professionnel ou athlète professionnel en devenir. Continuer à partager avec des entraîneurs qui ont l'ambition de s'améliorer au quotidien, de se remettre en question de manière régulière, de progresser. Voilà, c'est trouver ce genre d'environnement, ce genre de projet, et qu'il soit en Amérique du Nord ou ailleurs, que ce soit en France, au Canada ou aux États-Unis. Je te le souhaite et je suis sûr que tu vas trouver un truc intéressant et qui te convienne parce que avec toute ton expérience et ton sens de l'analyse, je pense que tu peux apporter énormément au foot dans un de ces trois pays-là. Bah, je te remercie, merci beaucoup et je l'espère aussi. Merci beaucoup Philippe pour ton temps, pour ta confiance et à très bientôt, peut-être ici, peut-être à Montréal ou ailleurs, qui sait. Avec un énorme plaisir et peut-être en Inde, pourquoi pas. Donc, pourquoi pas. merci beaucoup pour la discussion, l'échange, j'ai beaucoup apprécié. Ok, merci, c'est à moi aussi. À bientôt. Merci Hugo. Merci Philippe pour ce moment de partage. Tu as réussi à nous expliquer de manière très claire l'organisation du foot en Amérique du Nord. Et ça, ce n'est pas une mince affaire. Ces 10 années passées à la tête de l'Académie de l'Impact Montréal t'ont permis d'accomplir de très belles choses. Et les 24 joueurs de l'Académie ayant signé pro n'en sont que la partie visible. Voilà, vous venez d'écouter le 21e épisode de En dehors de ma surface. J'espère que vous avez aimé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. À bientôt! Baila, baila esta cumbia que te